Bien, Renaud, merci beaucoup d'être à nouveau avec la FIC. Il y a eu un déjeuner fort intéressant il y a quelques mois dans un contexte qui était bien différent. Donc merci d'assurer le SAV. Qu'est-ce qu'on peut raconter de ce qu'on vient de vivre et de ce qu'on va vivre ? Bien, puisque nous sommes ici dans un monde qui comprend les entreprises, je dirais que c'est une formidable histoire d'entrepreneur, au sens de prise de risque, de développement et de conception d'une stratégie, d'exécution d'une stratégie et capacité à atteindre un objectif. Donc sur le plan humain, pour tous ceux qui se passionnent pour l'innovation, pour ce chemin difficile qui consiste à définir une stratégie et à tout faire pour qu'on n'en déroge pas, qu'on puisse vraiment avoir des milestones comme ça, qu'on franchit les uns après les autres et puis atteindre un résultat final. Je crois que c'est un très bel exemple, c'est un cas d'école. La vie politique est rarement aussi entreprenante, aussi entrepreneuriale. Et nous avons ici bonne illustration de ce qu'on disait autrefois, impossible n'est pas français. Eh bien, Emmanuel Macron a montré qu'il était possible de renverser complètement un système politique vermoulu qui n'était plus en mesure d'obtenir des résultats, donc qui générait énormément d'insatisfaction, mais qui se maintenait par la pesanteur, par la force des choses. Et lui a réussi ce que beaucoup avaient rêvé de faire, dont moi d'ailleurs, qui était de passer à un ordre différent, beaucoup plus en phase avec la société civile, avec le monde d'aujourd'hui, avec l'Europe telle que nous la voyons sous son meilleur jour. Et donc c'est quelque chose d'extraordinaire qui vient de se passer sur le plan historique. Parfois, j'ai utilisé cette comparaison des paraisons, mais l'histoire apporte beaucoup d'éclairage avec cette période très très courte pendant laquelle Bonaparte renverse le Directoire. Vous savez que le Directoire était dirigé par M. Barras, et on pourrait trouver une similitude entre Barras et Hollande. Et Barras a été celui qui a aidé Bonaparte dans sa carrière, en tout cas à ses débuts. Il avait même présenté Joséphine à Bonaparte, c'est dire l'intimité qu'ils avaient. Et pour autant, Bonaparte est celui qui a renversé ce vieux système complètement sclérosé du Directoire, qui générait énormément d'insatisfaction, qui avait groupé en fait tous les ennemis de la France sur les frontières, et dont on voyait bien qu'il ne pouvait qu'entraîner la Révolution française dans une impasse. Tout ça s'est passé en quelques mois, avec un talent extraordinaire qui reposait sur trois choses. Une très grande détermination, une vista, une vision, une capacité à voir un chemin là où les autres ne voyaient pas de chemin, et également eh bien, la volonté de réconcilier deux systèmes qui étaient en train de s'entrechoquer, qui était à l'époque le système de l'Ancien Régime et le système de la Révolution. Et on dit toujours que la force de Bonaparte, premier consul, c'est de réaliser cette synthèse entre l'Ancien Régime et la Révolution. Alors, revenons à l'actualité. Nous avons un vieux système qui reposait sur deux vénérables partis, on va dire le Parti socialiste et les Républicains. Le défaut majeur de ces deux partis était qu'ils n'obtenaient pas de résultats, n'arrivaient pas à générer des résultats. Mais dans leur esprit, ce n'était pas très grave, parce que l'alternance qu'ils avaient organisée entre eux faisait qu'ils revenaient mécaniquement au pouvoir du fait de l'échec de l'autre. Ce que j'ai appelé le système des intermittents du spectacle, dans lequel un parti est dans la salle, tandis que l'autre est sur la scène, mais comme celui qui est sur la scène va s'effondrer, eh bien, celui qui est dans la salle, nécessairement, va remonter sur scène. Et au fond, ces deux partis étaient tranquillement installés dans l'idée que ce système était perpétuel, que personne ne pourrait le renverser. Emmanuel Macron a renversé ce système. Comment ? D'abord en fracturant ces deux partis. Puisque aujourd'hui, nous voyons bien le paysage politique, c'est d'abord deux vieux partis qui avaient le monopole du pouvoir démocratique et qui sont aujourd'hui fracturés. Et il est en train de recomposer une force politique nouvelle à partir de la décomposition de ces deux vieilles structures, le Parti socialiste et les Républicains. Donc ça, c'est la première chose, c'est cette glasnost, ce dégel, cette capacité à déstructurer un ordre qui était épuisé pour en bâtir un nouveau. Après, les observateurs disaient, bon, très bien, le clivage gauche-droite est dépassé, donc on va passer à autre chose. Mais quelle est cette autre chose ? Et
pendant plusieurs semaines, on a eu cette idée qui a couru un peu partout, beaucoup plus d'ailleurs inspirée par ce qui s'est passé en Grande-Bretagne avec le Brexit et aux États-Unis avec l'élection de Trump, que le nouveau paradigme de la politique ne serait plus le paradigme gauche-droite, mais le paradigme France ouverte, France fermée. Autrement dit, il y aurait un camp qui représenterait la volonté d'ouverture de la France, et notamment les 3 ouvertures clés des sociétés modernes, l'ouverture à l'autre avec un grand A, et l'autre, c'est toujours celui qui est différent. Alors différent par sa religion, différent par la couleur de sa peau, différent par son origine géographique, mais différent. Le second autre, c'est l'Europe, l'ouverture à l'Europe, élément très important aujourd'hui de la réflexion des Français. Faut-il s'ouvrir davantage à l'Europe ou se protéger de l'Europe? Et évidemment, la 3e ouverture, c'est vis-à-vis de la mondialisation. Et donc, les observateurs disaient, Macron, c'est le représentant de la France ouverte, et Marine Le Pen, c'est la représentante de la France fermée, qui se replie sur elle. Et on voit bien que, de même qu'aux États-Unis, Trump a exprimé cette volonté de repli sur soi, et que le Brexit a exprimé la volonté de replier la Grande-Bretagne sur ses frontières, eh bien en France, on pourrait tout à fait avoir la même réaction. Or, les choses ne se sont pas du tout présentées de cette façon. Ce schéma était séduisant sur le plan intellectuel, passage du paradigme gauche-droite au paradigme France ouverte, France fermée, mais Emmanuel Macron, qui est toujours un temps d'avance sur la façon dont les choses s'organisent, avait bien compris le piège qui consistait à l'assimiler au camp exposé à la mondialisation, à l'Europe et à l'autre, au camp favorable à l'ouverture, et à n'incarner que ça. Évidemment, son pédigré, banquier d'affaires, inspecteur des finances, soutien des start-up, ministre de l'économie extrêmement ouvert sur la mondialisation et les opportunités qu'elle pouvait apporter à la France, en faisait finalement le symbole parfait de cette France ouverte face à Marine Le Pen qui a en fond de commerce la défense du rejet de l'autre, du rejet de l'Europe et du rejet de la mondialisation. Donc les 3 rejets qui définissent cette illusion d'une France qui se replierait sur elle-même. Et Emmanuel Macron, de façon assez forte, a dit qu'il n'était pas là pour incarner une seule partie de la France, mais aussi pour sauver l'autre des pièges dans lesquels elle est enfermée. Donc aujourd'hui, le vrai sujet, ce n'est pas tellement de continuer à soutenir l'ouverture à l'autre, l'ouverture à l'Europe, l'ouverture à la mondialisation. C'est quelque chose qui, pour le président de la République, est acquise. Ce n'est pas quelque chose qui est une conversion. Il a ça en lui, il le porte, et on y reviendra tout à l'heure, parce que pour le private equity, c'est un élément clé, notamment vis-à-vis des opportunités ouvertes vis-à-vis de Londres, de la Grande-Bretagne, pour faire de Paris et de la France une grande place, la première place de capital et investissement en Europe. Mais le vrai sujet, le sujet difficile, le sujet douloureux, c'est que faisons-nous, que fait le président vis-à-vis de cette France qui a l'impression de faire partie des losers de la mondialisation. Alors, qui sont les losers de la mondialisation? Ceux qui sont, non pas les losers autant de perdants à titre individuel, mais en tant que catégorie. Il y a 4 catégories qu'il faut vraiment regarder parce que le sort du pays dépend de ce qu'on fera ou ne fera pas sur ces 4 catégories. Vous avez évidemment les demandeurs d'emploi. Première catégorie aujourd'hui en détresse parce que autrefois, un demandeur d'emploi pouvait espérer, dans un temps inférieur à 1 année, c'est-à-dire à moins de ce temps qu'on définit comme le chômage de longue durée, eh bien de retrouver un emploi. Vous avez ensuite les ruraux. Les ruraux étaient organisés sur en fait, des circuits relativement courts qui avaient comme débouché en termes de production la ville petite et moyenne. Et donc ce système fonctionnait assez bien. Il y avait la ruralité, productrice de biens agricoles ou d'artisanat ou de commerce, et qui trouvait un débouché naturel sur la ville petite et moyenne. Deuxième catégorie. Troisième catégorie, les ouvriers. Le débouché naturel d'un ouvrier, autrefois, très souvent, c'était l'accès à la maîtrise. La maîtrise était une vraie perspective de carrière et très souvent au sein de la même entreprise. Et puis, quatrième élément de mécontentement très fort, c'est le fonctionnaire, puisque l'État français a toujours organisé la gestion de la fonction publique sur une pyramide avec des échelons et des grades. Et chaque fonctionnaire, quand l'État n'était pas aussi endetté qu'aujourd'hui, avait la possibilité de gravir cette échelle et ça lui donnait une perspective. Il se trouve que ces 4 catégories n'ont plus d'horizon. L'horizon est bouché. L'ouvrier, son horizon, c'est le chômage. Le chômeur, son horizon, c'est le RSA.
Le rural, son horizon, ça n'est plus la petite ville qui aujourd'hui est en train de fermer quasiment toutes les portes qui lui étaient ouvertes, sauf la grande surface. Mais si vous regardez le rôle d'une grande surface dans une petite ville comme celle que je connais moi en tant qu'entrepreneur, c'est-à-dire Angoulême, Château-Thierry, des villes petites ou moyennes, vous apercevez qu'en fait la grande surface, elle est comme une pompe aspirante des revenus niveau SMIC, RSA, etc., qui dépensent énormément en biens alimentaires, mais que cet argent, finalement, il va ailleurs après. Et que la grande surface elle-même, en termes d'emploi, elle représente très très peu d'emplois sur l'espace en fait, logistique que sont devenues les grandes surfaces aujourd'hui. Et puis, le fonctionnaire, aujourd'hui, on lui explique que l'État est endetté, que l'État est pauvre, qu'évidemment, il doit se serrer la ceinture, qu'il est bien heureux d'avoir un emploi à vie et qu'avec ça, il doit se sentir satisfait. Donc, le vrai sujet, c'est de redonner à ces catégories de Français qui représentent, quand on les additionne, eh bien, à peu près ceux qui ont voté ou été très attirés par les deux extrêmes, eh bien, il faut leur redonner des perspectives. Passer de l'horizon bouché à des perspectives. Et ça va être le grand défi du gouvernement et d'Emmanuel Macron, parce que autant on voit clairement quelle est la stratégie du gouvernement et d'Emmanuel Macron pour booster la France ouverte, la France qui gagne, la France compétitive, celle que vous représentez ici, autant le sujet dont je parlais il y a un instant, et notamment ces 4 catégories, mais il y en a d'autres qui s'estiment aussi lésées par la mondialisation et par l'Europe, eh bien, ce sujet-là est extrêmement difficile. C'est là qu'est le vrai défi de ce gouvernement. Comment donner le sentiment que ces gens-là, ces Français, nos concitoyens, eh bien, eux aussi, ils peuvent prendre part au développement des technologies, au développement de la mondialisation, au développement de l'Europe, à tout ce qui fait qu'on est dans le monde heureux d'aujourd'hui et non pas sur la touche. Alors, Renaud, pour poursuivre, on a partagé les chiffres en très forte croissance des ressources du capital investissement. Il y a une capacité aujourd'hui d'investir très forte dans des startups, dans les PME parisiennes, mais pas que, et de plus en plus dans les régions, de transformer des PME en ETI, de participer à tous les sujets d'infrastructure. Quelle est ta perception de la compréhension de ce nouveau gouvernement, de ce président, de ce Premier ministre, de ce ministre de l'économie, du rôle positif qu'on peut jouer en alliance, je dis bien en alliance, avec ce nouveau gouvernement? Alors, d'une façon un petit peu comme ça, big picture, on va dire qu'aujourd'hui, il y a une tenaille extrêmement forte en France qui est hostile à l'entreprise d'une manière générale, avec une mâchoire, on va dire, rouge et une mâchoire brune, c'est-à-dire une extrême gauche et une extrême droite. Et ces deux forces, qui parfois ont l'une pour l'autre des complaisances, eh bien, sont en train d'exercer une pression extrêmement forte sur le pays et mettent en cause le modèle de la libre entreprise, le contestent, le challenge et essayent d'aller chercher ailleurs des solutions. Donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui, entre les deux mâchoires de cette tenaille, il n'y a plus de place déjà pour de la division. Le môle central, celui qui est social, libéral, européen, républicain, ce môle central doit s'unifier. Ça, c'est la première chose essentielle et c'est d'ailleurs ce que Emmanuel Macron est en train de réaliser. Ce môle central, c'est celui qui permettra à la France de basculer complètement dans la modernité. Et donc, ce gouvernement qui incarne en fait cette voie centrale, il doit démontrer que entre le capitalisme tel qu'on l'imaginait avant, c'est-à-dire une opposition radicale entre le salarié et l'actionnaire, eh bien, il y a une nouvelle voie qui s'ouvre et qui n'est plus une voie conflictuelle, mais qui est une voie de construction et de partage de la valeur. Et évidemment, le vrai moteur de tout ça, c'est l'éducation. Ça n'est que dans les sociétés très éduquées ou hyper éduquées qu'on arrive à surmonter le vieux fossé décrit par Marx entre celui qui est dépouillé de sa valeur parce qu'il n'a pas de vision sur ce qu'il fait et c'est l'ouvrier, et le capitaliste qui, lui, a une vision stratégique de ce qui se passe dans l'entreprise puisqu'il en conduit la destinée. Donc l'éducation, c'est la mère des réformes. Et ça c'est vraiment important de voir que ce gouvernement, il a mis la capacité d'éducation nationale à réparer les inégalités dans notre pays au premier rang de ses priorités. La mère des réformes, c'est l'école. Aujourd'hui, avoir 12, 15, 20% de chaque classe d'âge
qui est de facto, avant même l'âge adulte, exclu du jeu de la réussite, c'est-à-dire qu'ils ne peuvent même pas participer, ils ne peuvent pas participer parce qu'ils n'ont pas les outils, les baskets pour rentrer dans le stade, eh bien ça, c'est vraiment un défi essentiel. Deuxième chose, nous avons aujourd'hui un tissu économique qui est extrêmement diversifié. Et on voit bien que sur le plan politique, le poids des TPE est énorme. Lorsque des élus regardent qui va voter, ils s'intéressent beaucoup plus aux artisans, aux commerçants, aux professions libérales, à toutes les très petites structures, parce que sur le plan électoral, elles pèsent très lourd. Or, on ne s'est jamais vraiment intéressé à la logique de croissance de ces petites entreprises, comme si il était évident qu'elles allaient rester TPE, très petites. Donc là, il faut une politique sur la modernisation des TPE, et ça passe essentiellement par leur accès à la digitalisation, donc à la numérisation du territoire, qui doit être aussi égalitaire dans les grandes métropoles que dans les territoires ruraux. C'est une opportunité fantastique, il faut la pousser. Ensuite, il y a les grandes entreprises. Nous avons la chance d'avoir probablement rapporté au nombre d'habitants le plus grand nombre de très grandes entreprises, d'entreprises mondialisées. Il faut évidemment continuer à les soutenir, c'est un atout. Reste le vrai sujet, les PME, et c'est là évidemment que le capital d'investissement, je crois, est la bonne solution. Non seulement sur le plan financier, mais sur les autres aspects de la création de valeur. Aujourd'hui, un capital investisseur qui dirait « j'apporte du cash, je fais de la capital growth, je vais vous aider à grandir en apportant des capitaux », ça ne suffit plus. Il faut donc apporter autre chose que ça, parce que cette seule corde qui définit uniquement un financier n'est plus capable de réconcilier le monde de l'argent avec le monde des entreprises. Il faut donc que ce métier de capital investissement, il soit capable d'être opérationnel sur le plan du discours en tout cas, même si évidemment un capital investisseur ne va pas rentrer dans une entreprise pour faire du marketing ou du commercial ou de la gestion financière, mais il faut qu'il y ait une vision partagée entre l'entreprise et le fonds de private equity qui va rentrer. Passer en fait d'une logique d'investisseur à une logique de partenaire stratégique qui va pouvoir utiliser des atouts sur ce que j'appelle les 5 doigts de la main, c'est-à-dire oui du cash, oui certainement, mais aussi du marketing, parce que dans tous les secteurs aujourd'hui, le marketing est clé, de la distribution, quand on est dans un secteur où évidemment la partie commerciale est essentielle, du management, pouvoir apporter des ressources managériales à des PME qui bien souvent ne sont pas structurées pour être optimum en matière de management. Et puis le dernier doigt de la main, c'est l'innovation. Parce que très souvent, nos PME qui sont gérées sur un héritage, sur une tradition, sur un savoir-faire qui a été transmis de génération en génération et qui, au fond, est le trésor de ces entreprises, elles doivent engager des modèles disruptifs, elles doivent se remettre en cause, elles doivent innover, elles doivent se tourner vers des partenaires extérieurs qui vont apporter du sang neuf et des idées nouvelles. Et donc, cette innovation, très souvent, elle est véhiculée par le capital investisseur qui, lui, va pouvoir mettre son réseau à la disposition de l'entreprise dans laquelle il rentre. Donc les 5 doigts de la main, inventer un nouveau modèle de partenariat constructif sur le long terme, c'est ça qui permettra aux entreprises, mais aussi aux tous les salariés qui forment la communauté de l'entreprise, de comprendre qu'avoir un capital investisseur, c'est formidable parce que d'abord c'est une preuve de confiance dans l'entreprise. Personne n'investit dans les canards boiteux, en tout cas c'est un métier très spécialisé. Donc quand on investit dans une entreprise, c'est bon signe, ça veut dire qu'on croit dans l'entreprise. Et deuxièmement, c'est un apport en valeur ajoutée extraordinaire pour évidemment la condition que ce travail soit bien fait. Pour conclure, est-ce que tu peux nous parler des 12 prochains mois, de ce qui va se passer? Parce que le degré d'attente est juste gigantesque. Comment ça va se dérouler? Alors, nous sommes dans une bascule intéressante entre le temps de la conquête du pouvoir et le temps de l'exercice du pouvoir. Moi, j'ai quitté la vie politique parce que j'en avais assez de voir des gens extrêmement intelligents devenir des Paganini de la conquête du pouvoir, des génies de la conquête du pouvoir, et se désintéresser totalement de l'exercice du pouvoir. Alors que dans une entreprise, évidemment, ce qui compte, c'est à 99%, c'est l'exercice du pouvoir pour obtenir des résultats, manager des équipes, conduire une stratégie, mais pas la conquête du pouvoir qui, une fois qu'elle est réglée, n'est plus un souci. Et nous sommes bien dans ces temps différents. La charnière, elle est là. La première étape, évidemment, c'était de gagner les élections présidentielles. Et on voit bien que, bravo l'artiste, en matière de cas d'école, de conquête du pouvoir totalement inattendue, dans les 40 dernières années, il n'y a pas l'équivalent de ce que Emmanuel Macron a fait. Conquête du pouvoir. Deuxième conquête du pouvoir,
les élections législatives, car un président qui n'a pas une majorité solide à l'Assemblée nationale est comme une voiture sans essence, sans moteur, elle n'avance pas, et donc elle est bloquée là de l'autre côté de la rue, et elle se cantonne dans un rôle qui devient un rôle finalement non pas d'exercice du pouvoir, mais d'incarnation symbolique du pouvoir. Et c'est évidemment pas ce qu'on souhaite pour notre pays, parce que ça veut dire paralysie de l'exécutif. Et nous sommes dans ces deux temps. Nous sommes au milieu du premier temps et du deuxième temps. Il faut donc que le gouvernement et le chef de la majorité, qui est le Premier ministre, puissent obtenir une majorité absolue à l'Assemblée nationale, ce qui veut dire évidemment que les Français ils aient envie de voter, non pas uniquement pour le président, mais pour les 577 candidats qui portent ces couleurs. Et puis après, on rentre dans la troisième élection, qui pour moi est la plus importante, et au sens latin du terme élection, c'est-à-dire le choix. Et donc cette troisième élection, il faut la remporter, c'est celle de l'action. Il y a les présidentielles, il y a les législatives, et il y a la bataille de l'action. Et les 12 mois qui vont suivre les élections législatives doivent immédiatement créer du résultat. Et toute la logique, elle va être ce dialogue entre des forces politiques, sociales, syndicales, etc., qui se fichent des résultats. Et un gouvernement et un président qui, lui, va être obsédé par l'obtention des résultats. Parce que nous savons bien que c'est le quinquennat de la dernière chance. C'est-à-dire que si ce quinquennat échoue, nous ouvrons la porte de l'aventure, que ce soit une aventure de la mâchoire rouge ou de la mâchoire brune, mais en tout cas, nous ouvrons l'aventure. Et nous ne voulons pas ça, nous voulons évidemment qu'au contraire, dans 5 ans, les Français, hyper satisfaits, disent « Monsieur Macron vous veut encore comme président pendant 5 ans, et bravo, vous avez bien réussi parce que vous avez obtenu des résultats. » Donc, la bataille des résultats, elle est essentielle. Prenons l'exemple de la flexibilité du droit du travail. Si vous écoutez aujourd'hui ceux qui sont contre les ordonnances, ce ne sont pas des gens qui se disent « il faut absolument faire baisser le chômage ». Ce ne sont pas des gens qui pensent comme ça. Ce ne sont pas des gens qui se disent « tiens, si les TPE, les PME ont davantage de flexibilité, elles ont l'accélérateur et puis le frein, et que c'est comme ça qu'elles conduisent eh bien, leur entreprise, elles vont embaucher davantage ». Ce ne sont pas des gens qui raisonnent comme ça. Non, de toute façon, flexibiliser le Code du travail, donc mettre en risque les bénéficiaires du CDI à la française, eh bien c'est mauvais. Donc on voit bien l'énorme travail de conviction déjà qu'il faut avoir pour dire mais nous, pourquoi est-ce qu'on fait ça par ordonnance, c'est-à-dire vite, c'est-à-dire à vitesse accélérée? Ce n'est pas parce qu'on n'est pas démocrate, ce n'est pas parce qu'on pense que le Parlement ne sert à rien. D'ailleurs, cette loi d'habilitation, elle va être débattue au moins 2 fois devant le Parlement. Donc il y aura un débat et chacun pourra s'y exprimer. C'est pour aller très vite à des résultats. C'est parce que nous pensons que plus de flexibilité dans les entreprises, plus de capacité à embaucher et à débaucher, ça va obtenir des résultats tangibles sur le front du chômage. Or, nous savons bien que c'est le combat numéro 1 avec le combat contre le terrorisme. Ce sont les 2 grands combats sur lesquels, aujourd'hui, un nouveau président est attendu. Donc, ce combat pour les résultats, il va passer par des difficultés très grandes en termes de conviction, d'explication. Et si on voit aujourd'hui un front syndical dire « mais prenons du temps pour assouplir le droit du travail », et donc avec cette arrière-pensée que le temps perdu, ce n'est pas très grave, au fond, parce qu'ils ne sont pas convaincus que c'est ça qui pourrait réduire le chômage. Ça veut dire qu'ils n'y croient pas, au fond, à cette flexibilité du travail. Eh bien, avec de l'autre côté des gens qui disent « mais nous voulons absolument que les petites entreprises, les PME puissent embaucher, donc elles ont besoin de plus de flexibilité », on va voir ce débat-là en France, alors qu'il n'existe pas dans les autres pays. Aujourd'hui, la plupart des autres pays, ils sont bien au-delà de ce débat. Donc vous voyez à quel point l'archaïsme de la société française va être aujourd'hui un frein à l'obtention des résultats. Donc en face de cette difficulté, il y a la détermination. La détermination, ne pas reculer, dialoguer, être capable d'écouter, de recevoir, de comprendre, mais rester ferme sur la ligne de la réforme. Et on a trop vu de gouvernements qui, à leur première reculade, chaque fois qu'ils baissaient le pantalon une première fois, eh bien, ne retrouvaient jamais plus leur pantalon et ne marchaient plus. Et donc aujourd'hui, il est clé que reculer, ça n'est pas faire un pas en arrière, reculer, c'est tomber dans le précipice, dans l'oubliette, et après un gouvernement n'est plus capable d'agir. Donc il y a un symbole dans la reculade qu'il faut à tout prix éviter, et on espère que ce gouvernement saura comprendre que la ténacité, la constance, l'écoute de l'autre, bien sûr, mais la résolution dans la mise en œuvre de ce qui paraît bon pour lutter contre le chômage, eh bien, ce gouvernement sera capable d'appliquer ça. Et on espère que dans 1 an, on aura des résultats. Alors j'ai pris cet exemple du droit du travail parce que c'est le premier chantier que le président a mis en œuvre. Il en a un deuxième dont on ne parle pas assez, qui
qui est la rentrée scolaire de septembre de cette année. Il a indiqué que c'était un des 4 chantiers prioritaires. Pourquoi? Parce que, comme je le disais il y a un instant, la mère des inégalités, elle est dans les préaux des écoles, dans les cours des écoles. C'est là qu'il faut entamer immédiatement le combat pour que tous nos concitoyens, quelles que soient leurs origines, le quartier où ils vivent, la campagne où ils sont, puissent avoir un égal accès au savoir, qui est le vrai capital d'aujourd'hui, chacun le sait. On va conclure et je vais te laisser conclure. Est-ce qu'on peut toi qui vas probablement être un visiteur du soir, comme on dit, dans ce prochain quinquennat, en tout cas sur les prochains mois, est-ce que tu peux passer un message en disant qu'il y a toute une profession d'actionnaires professionnels, armes au pied, capables d'accompagner la transformation du pays, qu'on aura des questions, des sujets techniques à traiter, mais en tout cas qu'on doit être capable de participer à la transformation du pays. On a réussi à avoir la confiance de l'étranger, 45% de nos ressources proviennent de l'étranger. Jean Ayrault à F2I fait un travail absolument remarquable pour continuer à encourager les investisseurs institutionnels à investir plus dans le non-coté. Mais mon dernier point, c'est de te proposer de faire le bilan dans un an et donc de te proposer de venir avec nous voir la quantité de résultats qui aura été obtenue. Je te propose de conclure. Alors, pour conclure, donc, des mesures ont été annoncées. D'ailleurs, j'avais eu le plaisir de vous les annoncer la dernière fois. Donc, la baisse de l'IS, un IS à 25%, c'est quand même quelque chose qui va être visible dans le monde entier. Ce sont des taux qui sont des taux de marketing. Quand on regarde un pays, on regarde immédiatement le taux de l'IS. Bon, voir une France qui a un taux d'IS à 25, ça fait partie des choses qui ont un effet évidemment très fort. La flat tax à 30% sur les revenus du capital. Toutes ces choses-là vont être mises en œuvre et évidemment, elles font partie du programme d'Emmanuel Macron. Il aura à cœur de mettre ça en œuvre rapidement. D'autres mesures pourront être mises dans la loi de finances 2018. Donc ça, c'est la partie, on va dire, technique qui est nécessaire, où des progrès peuvent être encore accomplis. Parfois, on est un petit peu frustré par le temps que ça prend. On voit bien, par exemple, que l'orientation de l'argent des contrats d'assurance vie vers le private equity prend du temps pour des raisons techniques. Beaucoup de gestionnaires d'assurance vie ne savent pas trop encore quel est le bon véhicule, comment on assure la liquidité en cas de décès. Toutes ces questions-là, elles sont encore pendantes. Donc, on voit bien qu'il y a aussi une lenteur liée à la mise en place de ces nouveaux outils. Mais à côté de ça, j'ai envie de dire, pour conclure, que nous avons tous ensemble, on va dire la communauté de ceux qui souhaitent que les entreprises françaises se développent et en se développant, eh bien, font participer tous les Français à leur création de valeur. On a la chance d'avoir tout à coup une marque, si j'ose dire, employer ce mot, extraordinaire. C'est-à-dire que sur la scène internationale, sur la scène européenne, aujourd'hui, nous avons une France qui évite l'écueil du repli sur soi, qui a à sa tête quelqu'un de jeune, d'intelligent, de déterminé, de moderne, qui comprend les entreprises et qui en même temps n'est pas le président d'un camp contre l'autre camp, mais qui a bien compris qu'il fallait réconcilier les deux France, ou peut-être les 4 France. Et donc, en termes de soutien psychologique, je crois que nous n'avons jamais eu, au cours des 25 dernières années, un tel ambassadeur du savoir-faire, du talent français, de l'expertise française. Et donc, il faut s'engouffrer, je crois, derrière Emmanuel Macron pour attirer des investisseurs, pour que peut-être des acteurs du private equity, au lieu d'aller en Allemagne ou peut-être en Écosse ou peut-être à Milan, viennent à Paris. Et cette opportunité-là, c'est gratuit. C'est simplement parce que le visage de la France aujourd'hui est incarné par quelqu'un qui est extrêmement dynamique, qui est tourné vers l'avenir et qui nous offre à chacun d'entre nous une aide réelle, psychologique, très forte en termes d'image. Et j'espère que nous saurons tous en tirer le plus grand parti. Juste un tout petit mot de conclusion pour vous dire le plaisir que la FIC a eu d'organiser cette belle matinée. Il y a des capitaux disponibles, il y a du talent, il y a de l'énergie, il y a même, on le voit, de l'espoir. Alors,
l'espoir suffit pas. Maintenant, de l'action. Donc, bonne chance à tous pour vos prochaines levées de fonds, vos prochains deals, et comptez sur la FIC pour mettre en musique tout ça. Merci beaucoup.